Chronique sur le plan politique en République démocratique du Congo. L'unité de l'Union sacrée est-elle menacée? La question mérite d'être posée au regard de la création de ces plateformes dénommées Pacte pour un Congo retrouvé, où il y a eu des agitations déjà observées au sein de cette formation politique, de cette plateforme politique plutôt, qui a conduit le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son deuxième mandat. Analyse et commentaires dans cette émission kiosque avec nos invités. L'M23 financé par des entreprises minières congolaises. C'est évident que l'insécurité qui a les domiciles dans la partie orientale de la République démocratique du Congo est délibérément entretenue pour des raisons économiques, mais la manière dont les différentes pseudo-rébellions sont financées échappe à la connaissance des grands publics congolais. Des troublantes révélations indiquent que certaines entreprises minières opèrent en République démocratique, opérant plutôt en République démocratique du Congo, opèrent comme des sponsors des groupes armés qui équiment l'Est de la République démocratique du Congo, notamment dans la zone minière. C'est le président du conseil d'administration du cadastre minier, Camille, l'honorable Christian Bindolé, qui a fait une telle révélation. Analyse et commentaires à travers nos invités sur ces plateaux. Je commence d'abord par Pompon Joly. Je vous salue. Merci beaucoup, chers journalistes. Je salue mes co-débatteurs et je pense que ça sera une émission pédagogique, non des échanges inutiles. Très bien. Roger Bonengele, bonjour sur Kiosque. Oui, bonjour Eli Kabea. Merci pour l'invitation. Je pense que le débat va être bénéficiaire au public qui nous suit et qui nous a toujours suivis. Très bien. Voilà. En face de nos deux invités, Kiosque reçoit également ce jour dans ce numéro, Isaac Ngweji. Ngwenza, pas Ngweji. Ouais. Ngwenza. Excusez-moi de massacrer votre nom. D'accord, je salue Oui. les téléspectateurs de Kiosque, particulièrement Maître J.C. Massebo à Tchangou et Félix Kikanana, les grands coiffeurs. Bango Azanga Tegota, la Kiosque n'a pas si et je peux rassurer aux téléspectateurs qu'ils vont tirer beaucoup de leçons lors de cette émission. Bon, avant donc d'entrer de plein pied ou de fond à comble avec l'émission d'aujourd'hui, j'aimerais que l'on puisse placer un mot sur la CAN, Côte d'Ivoire 2024. Hier, il y a eu la République démocratique du Congo qui s'est battue contre l'équipe tanzanienne. Vous, en tant qu'analyste politique, mais aussi sportif, comment voyez-vous la manière dont les fauves du Léopard ont joué? Bon, dans le football, l'essentiel est de gagner le match. Et dans le cas de Léopard, l'essentiel pour le moment était qu'on est allé à la 8e de finale. Mais je pense que nos joueurs doivent revoir leur tactique de jeu, leur façon de jouer. Ils doivent être très motivés, ils doivent s'assurer de gagner. En fait, on ne peut pas se contenter des nuls. Nous sommes passés à la 8e de finale avec 3 nuls. Donc jusque-là, l'équipe ne convainc pas les Congolais qu'elle peut gagner. Et la domination de l'équipe ne vous dit absolument rien. D'autant plus que l'équipe, bien qu'il a fait nul, mais il a eu quand même dominé. Dans le football, c'est l'objectif final qui compte, marquer. Vous pouvez dominer le jeu et à la dernière minute, l'équipe adverse vous marque et puis vous perdez. Donc, ils doivent apprendre à marquer. Donc, faites tout pour marquer. Je veux dire, par exemple, aux attaquants tels que Bakambu et Maël et tout là, entrer dans le terrain avec l'objectif, aujourd'hui, je dois marquer ou plus jouer. C'est-à-dire, ils doivent savoir aussi que quand ils sont au stade, toute la République les regarde. Oui. Oui. Et je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas motivés. Je sais qu'ils sont motivés. Nos autorités sont sur place. J'ai aussi vu le ministre
des sports, Kaboul Omona Kaboul était présent là-bas. J'ai vu aussi d'autres députés tels que Alphonse Goïka Sanji était là-bas aussi. Donc ils sont encouragés aussi par nos politiciens. Je pense qu'ils doivent faire preuve de sens élevé, d'abnégation et de décision de ramener le coupe au pays, et la coupe plutôt au pays. Donc nous attendons que les Léopards nous ramènent la coupe ici. Pompon Julie, vous avez suivi l'analyse de Isaac. Faudra-t-il admettre que la domination des Léopards est stérile? Merci pour la question. Je suis fan du football. Je suis les matchs des Léopards tous les jours, depuis le début de la CAN. Sauf que au football, le plus important, c'est un but de plus qui compte. Oui. C'est-à-dire que l'équipe adverse peut marquer 10. Si vous marquez 11, vous êtes des gagnants. Mais dans les cas d'espèce, le Léopard avait besoin d'être qualifié. C'était une condition sine qua non. Alors, pour être qualifié, d'abord, il y avait deux possibilités. Soit un match nul, soit une victoire. Mais vous avez vu cette CAN, c'est une CAN très compliquée. Il n'y a pas des équipes fortes comme on avait hier, les Ghana, l'Algérie, qu'on sort. Et on a été surpris que l'Algérie soit battue, les Ghana menaient des 0. Dans quelques minutes pour la fin du match, tout a été basculé. Et alors, nous, je pense qu'on a réussi, avec nos objectifs, de passer d'abord dans la première phase. Mais les jeux, c'est bien parce que le football, c'est aussi le spectacle. Mais le plus important, c'est bien. Si l'entraîneur peut rectifier pour le match prochain avec l'équipe égyptienne. Mais sauf que, ce que j'ai constaté un peu comme bémol chez notre entraîneur, il met les classements par rapport aux rumeurs, par rapport aux pressions de la population. Si vous avez remarqué, le premier match qu'on a eu à jouer avec, j'ai oublié l'équipe, mais c'était la première journée des éliminatoires de Coupe du Monde. Il a changé l'ossature et on a perdu. Oui. Et les matchs d'hier aussi, il a changé l'ossature, mais lorsque vous comparez les deux matchs, les matchs avec le Maroc et celui d'hier, vous avez remarqué, malgré qu'on a dominé, mais les Maroc, on a vraiment joué un bon football. Parce qu'il a mis les remplaçants à la place des titulaires. Et ils ont marqué. Qui a marqué? Le Maroc. Les Maroc, non, je parle du Léopard. Les Maroc ont marqué. Vous faites allusion. Donc, c'est bien. Vous voyez, on n'a pas bien joué par rapport au match du Maroc. Oui. Comme on dit, on ne change pas d'équipe qui gagne. C'est la même équipe qui joue d'abord aux premières minutes et puis les remplaçants viendront après. S'il peut rectifier ça le dimanche, ça sera une bonne chose. De laisser les titulaires jouer et le remplaçant vont remplacer par rapport à sa philosophie, non la pression populaire. Moi, j'aime quand même Ibengue. Ibengue, il était là, il a aligné même 9 joueurs, et plutôt 3 et 9. Parce que l'objectif, c'était de marquer. Ce que nous faisons avec notre Léopard actuellement, je ne comprends rien du tout. L'entraîneur n'est pas, un entraîneur doit être têtu. Vous savez, même en politique, Machiavel a dit, des fois diriger, c'est décevoir. Et c'est ce que j'ai dit derrière à notre président. Un vrai président, c'est lui qui prend à un certain moment des décisions impopulaires. Parce qu'il a la vision, c'est lui qui voit au-dessus. Donc l'entraîneur peut, c'est un peu de revoir son tactique, sa philosophie, non la pression des Congolais. Roger Bonengele, bon, dans les tout prochains jours, s'il vous plaît, j'ai la parole, s'il vous plaît. Dans les tout prochains jours, les Léopards de la République démocratique du Congo va donc jouer avec l'équipe de l'Égypte, je crois. Mais pensez-vous, le Léopard sera à même de battre cette équipe avec l'ossature telle que composée par l'entraîneur de l'équipe nationale? Ouais, Eddie, avant d'aborder la question, répondre à la question que vous m'avez posée, je voudrais d'abord parler du problème d'électricité qui écume notre société quinoise. Mais le sujet n'est pas à l'ordre du jour. Non, c'est-à-dire nous parlons du match et le match se joue ailleurs. Oui. Et nous sommes obligés de suivre le match par la télévision. Et quand nous suivons les matchs, le courant nous empêche de suivre les matchs. Moi, je me demande pourquoi on paye un salaire aux agents de l'ESNEL. Pourquoi ils méritent cet argent? Alors que les enseignants, les militaires touchent moins, gagnent moins d'argent qu'eux, et qu'ils ne travaillent pas.
Puisque le travail d'un agent de la SNEL, c'est de produire du courant aux populations, aux gens qui sont à la maison. Ils doivent avoir du courant. Mais ils sont incapables de nous produire du courant. Maintenant, pourquoi ils sont payés, mon Dieu, je me demande, chaque jour? Pourquoi on paye? On n'a pas les moyens de suivre le courant. Je ne sais pas si tout le monde doit se procurer d'un générateur pour suivre le courant chez lui à la maison. Nous devons tous avoir des panneaux solaires pour suivre la télé, pour regarder la télé. C'est grave. Donc des fois, je ne suis pas les matchs. Pour répondre à la question, c'est très difficile. Je suis difficilement puisqu'il n'y a pas de faute de courant. Et répondant à la question, l'Égypte n'est pas une petite formation sportive. C'est une grande équipe qui a de l'histoire. Et l'équipe de l'Égypte a eu plusieurs fois la Coupe d'Afrique. Donc les léopards doivent tout faire pour prendre ces matchs au sérieux et pour gagner. Puisque ici, si vous perdez, vous restez. Et si vous gagnez, vous passez. C'est-à-dire, l'entraîneur doit mettre en jeu toutes les batteries pour permettre aux léopards de remporter ces matchs. Ce n'est pas de la blague. C'est vraiment un match à prendre au sérieux. Très bien. Parlons maintenant de l'actualité politique brillante de l'ère en République démocratique du Congo, liée notamment par la sortie ou la création de ces méga plateformes au sein de l'Union sacrée pour la nation. Pompon Joli, faudra-t-il admettre que ce sont là de manœuvres politiques en vue de la composition du gouvernement qui se profile à l'horizon? Merci pour la question. Vous savez, en politique, c'est une question d'intérêt. Oui. Souvent, les gens, la population ont du mal à comprendre cette notion. Ils vont là seulement pour leurs propres intérêts. Oui, l'homme a des intérêts. L'homme politique a un intérêt personnel et un intérêt national. Et alors, pour cette coalition, et en politique, il y a des ramifications circonstancielles. Et des plateformes peuvent se créer, ce n'est pas un péché. Et il y a des turbulences après ces élections. C'est tout à fait normal que Kamer et ses amis puissent créer cette coalition. Surtout que l'actuel président, dans son premier quinquennat, Kamer qui était jadis son directeur du cabinet. Et leur deal, c'était, si vous gagnez, moi j'aurai la primature. Mais comme le contour et les détours politiques changent à tout moment, c'est un monde très compliqué. Et le président et les présidents, Kamer arrive au bureau du président comme directeur du cabinet. Et alors, est-ce que cet accord-là, on l'a surplanté ou c'est dans des tiroirs? Je pense que je suis en train de relativiser. On a tiré ces tiroirs-là pour dépoussiérer l'accord et que l'accord puisse être respecté, que Kamer soit Premier ministre. Mais les enjeux sont très compliqués. Nous allons attendre d'abord le 15 mars, le début de la 4e législature. Après, c'est la 4e législature que les présidents doivent constater la majorité pour durer un Premier ministre. Et Kamer, en tant qu'un politique, il a anticipé pour, comment dirais-je, pour donner au président cette majorité-là, de sorte que le président puisse dénicher dans cette coalition. On a plusieurs. Lorsque vous voyez l'Union sacrée a été composée avec des grandes têtes. Il y a Kamere, il y a Mbouissa Nyamwisi, il y a Jean-Pierre Bemba, il y a Viembosso, et puis il y a l'IDPS. Mais c'est l'ancrage populaire dans tous ces partis. La partie qui a l'ancrage, c'est l'IDPS. La partie qui a les pouvoirs, c'est l'IDPS. C'est l'IDPS qui a donné à la nation congolaise un président. Mais ça sera un peu injuste de donner au même moment le président et le Premier ministre. Pourquoi? Vous savez, la République, on ne peut pas parler de la République sans la représentation nationale. Alors, lorsque vous avez déjà un président qui est d'une famille politique X et son chef du gouvernement vient de la même famille, ça va poser des frustrations et ça sera mal. Ça peut créer aussi des pierres d'achoppement parce que le gouvernement, des belles paroles de la population riment avec les actions du gouvernement. Lorsque le gouvernement se dédouane avec ce qu'attend le peuple, c'est très compliqué. Mais est-ce que cette démarche vise réellement le partage du pouvoir? Parce que contrairement à ce qu'a dit Vital Kamerhe, que c'est pour renforcer
la cohésion au sein de l'Union sacrée. Mais pensez-vous réellement qu'il y aura partage de postes à travers la création de cette plateforme? Papa, c'est clair et net. Vital Kamerhe et ses amis ont fait cette plateforme pour viser le pouvoir. Tout le monde a besoin de pouvoir. Mais c'est un politique, il ne peut pas dire ça. Non, on a créé ça pour que le président nous puisse donner le pouvoir. Non, non, c'est un politique. Mais je vous ai dit qu'en politique, tout opérateur politique vise d'abord son intérêt et au second, l'intérêt national. Maintenant, c'est à Viemboso, à Bemba, à Mbouissanyamouissi de voir aussi dans leur camp que faire pour titiller les présidents. Parce que la politique, on voit derrière toi, il y a qui? Est-ce que Kamerhe peut drainer une masse? Est-ce que Bemba peut le faire? Je pense que oui, Bemba aussi peut réclamer. Parce que si nous avons le bureau de la CENI actuelle avec Kadima, c'est entre guillemets grâce à Bemba aussi, MLC, il y a eu une marche pour demander le départ de Ronsard, qui était le cerveau moteur de la CENI. Oui. Si on part aux élections avec Ronsard, comme il maîtrise la machine CENI, il peut tripatiller la démarche qu'on peut perdre. Changeons d'abord ces bureaux. Et c'était vraiment un débat, c'était vraiment une difficulté. Mais à cause de la marche des MLC, Bemba lui-même, il était là avec sa femme, de quelque part avec Tchango, jusque vers Matété là. Vous voyez? Donc il a participé au succès de l'actuel chef de l'État. Qu'est-ce qu'ils se sont parlé? Bemba a demandé quoi? Question mark. C'est dans les secrets. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier, la signature du président, c'est une signature très compliquée, trop mystique. Et lorsque le président nomme un ministre, ce n'est pas vous qui va l'imposer, parce que ça reste dans, comme on dit, dans le pouvoir obscur du chef, systématique, dans le pouvoir discrétionnel. Oui. Donc, on peut voir Kamerhe aujourd'hui crier, mais ça ne sera peut-être pas lui. Comme les gens disent, mais extrapoler, Bemba en 2018, serrer les dauphins de Tshisekedi. Qui vous a dit? Bon, on peut toujours parler des balivernes. En 2028. En 2028 plutôt, on peut parler des balivernes, mais attendons 2028. Donc, cette coalition, ce n'est pas interdit sur le plan politique. Tout le monde peut coaliser, tout le monde peut conglomérer pour une fin. Donc, voilà un peu. Très bien. Roger Monengele, cette initiative menée par Vital Kamerhe, Julien Paluku, Jean-Lucien Togba, faut-il admettre que cela marque un tournant significatif dans le paysage politique congolais? Un tournant décisif ou même politique. C'est la même chose. Là, je ne sais rien. Mais on dit en latin, omnes agens agit propter fines. Tout agent agit pour une finalité, pour un but donné. C'est-à-dire, je sais que là, c'est la traduction, bien sûr. Non, mais littéraire. Non, littéraire, c'est mieux. Ah, petit, littéraire, c'est mieux. Ah ben, je disais ceci, que tout agent agit pour un but donné. C'est-à-dire, en tant que politiciens, ils agissent pour leur intérêt. C'est-à-dire, ils sont entrés par cet acte de viser la primature. Mais moi, je me dis, Kamerhe n'est pas vraiment bien assis pour mener une telle démarche. Il n'a pas une bonne presse, il n'a pas une bonne éthique. Ce n'est pas un homme exemplaire, modèle pour mener une telle démarche. Oui, je fais allusion à la problème au procès 100 jours. Ça lui est resté collé à la peau et à ce stade, Kamerhe ne peut pas mener une telle démarche, être le leader d'une telle plateforme. D'autant plus que le procès 100 jours lui est collé à la peau comme un sanctuaire sur la peau d'un être humain. Eh bien, vous avez vu peut-être qu'il fait fi du passé. Et c'est pourquoi, en oubliant tout, il mène cette démarche-là. Et moi, je pense que il va de soi qu'il fasse ça puisque nous sommes en politique. Et tout le monde et les autres aussi ont fait. Augustin Kabouya a consulté la fois passée Bahati, je crois, hein, Bahati, Mbosso pour voir comment ils peuvent s'organiser à leur niveau.
Donc je n'y vois aucun inconvénient à part l'éthique, à part la morale, à part les problèmes du procès des 100 jours. Et ils peuvent le faire, ils sont libres. Mon ami à ma gauche ici parlait de 2028. 2028, si les gens disent que non, voilà, c'est Kamerhe qui sera candidat et soutenu par Félix Tshisekedi, c'est puisque il se réfère aux accords à l'accord de Nairobi, puisque selon cet accord, Kamerhe allait soutenir Félix Tshisekedi, son tour va faire la même chose. C'est par rapport à ça que les gens disent que non, en 2028, Kamerhe sera le candidat qui sera soutenu par l'actuel chef de l'État. Mais les problèmes des 100 jours lui restent collés à la peau. Mais ça lui reste collé à la peau, mais c'est quand même un homme qui peut changer à tout bout de champ. Pensez-vous que cette attitude est restée alors que Kamerhe a été libéré par la justice? Et pensez-vous que cette mégestion que vous avez constatée lors du projet 100 jours continue toujours, alors que le chef de l'État lui-même a dit que Kamerhe est un homme sérieux? Non, si le chef de l'État dit ceci, c'est-à-dire là, il n'a pas confiance à sa propre justice. Vous savez, le président de la République, c'est le magistrat suprême. Mais quand il dénie la justice que lui-même a établie, ça pose problème. Là, il y a une contradiction, c'est-à-dire il veut quelque chose et son contraire. Lui-même parle le chef d'État lui-même parle de l'état des droits, tout ça, des réformes au niveau de la justice. Mais pourquoi lui-même il a mis en doute, en difficulté cette même justice? C'est ça le problème. C'est-à-dire la façon dont Kamerhe a été libéré, moi je l'ai trouvé un peu mystérieuse. On n'a pas compris comment les choses ont évolué. Et c'est pas si en justice on parle de l'appel. Il a fait appel, il a interjecté appel, et puis il y a eu encore un autre appel. Donc troisième appel en justice, ça n'existe pas. Donc, il faut, quand vous êtes au premier degré, vous faites appel, c'est-à-dire là vous êtes au second degré, et après il n'y a pas de troisième degré. Très bien. À ma connaissance. Isaac, je reviens à vous. Ces mouvements surviennent dans un contexte politique complexe et dynamique en République démocratique du Congo, d'autant plus que le pays ayant connu de périodes de turbulence politique, on voit aujourd'hui un effort de stabilisation et de consolidation du pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à travers cette initiative. Votre analyse? Merci. Je pense qu'avant d'aborder ces sujets, je voudrais porter un petit rectificatif sur ce que au peuple congolais. Je vais dire ceci, à nous, cette coalition, ou encore plateforme, je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça, qu'on appelle Pacte pour un Congo retrouvé, je ne sais pas à quel moment Congo était perdu, Congo retrouvé, et qui sont les ténors de ce pacte. On voit Vital Kamerhe, on voit Julien Paluku, que j'apprécie beaucoup. Je vois aussi Boussa et son Scodé et tout là. Bon, si cette plateforme est née dans le but de conquérir la primature, je trouverais ça un peu
aberrant dans la mesure où la constitution du pays stipule que le Premier ministre doit sortir de la majorité parlementaire. La majorité. Et si c'est ça, parmi ceux qui composent cette plateforme, qui sera leur leader par exemple, qui sera Premier ministre? Est-ce que ça sera Julien Paloukou? Est-ce que ce sera Caméré? Est-ce que ça sera Jean-Lissé Boussa? Ça aussi, c'est... Mais ce sont des ambitions politiques. Inutile d'étouffer les ambitions politiques c'est vrai, je dis. Dans une démocratie. Moi, par exemple, je m'adresse à Julien Paloukou, que j'apprécie beaucoup. Et pour moi, il ne pouvait pas se retrouver dans cette plateforme. Comment? Pourquoi? Parce que, vous savez, quand on doit s'aligner ou se mettre ensemble, vous devez avoir tous la même vision. Mon confrère a parlé aussi de Caméré, non? Bon, Caméré a un casier judiciaire juridiquement lavé, mais dans l'esprit collectif, c'est pas encore parti. Ça c'est un vrai problème. Regardez, nous étions au stade lors de la prestation du serment. Quand Pasteur Roland Dallot prie, il dit, Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Dans le stade. Bon, Pasteur Roland a exprimé un ras-le-bol. Nous sommes fatigués des voleurs. Et tous ces voleurs étaient dans la salle. Quand il parle des voleurs, il parle de qui? Cardinal Mosengo, père à son âme, à son époque, il a aussi dit la même chose, mais avec des termes différents. Il est temps pour que cette classe politique des médiocres dégage. Maintenant, regardez, ce que Mosengo a appelé médiocre, Roland a appelé voleur, au lieu de dégager, ils ne sont pas partis. Ils ont fait un shift du FCC, des médiocres, à l'Union sacrée. Ils sont tous là. Donc, les mêmes personnes, c'est déjà un problème. Bien que parmi ces voleurs ou ces médiocres, il y a quand même de dirigeants qui se sont distingués. Je ne veux pas faire l'apologie des hommes politiques ici. Nous sommes en train d'aider la population à comprendre un peu ce qui se passe au pays. Moi, je pense que aujourd'hui, si cette coalition pense, avec leurs calculs politiques, en se mettant ensemble, ils pourront gagner la primature, tout reviendra au chef de l'État. Le chef de l'État doit savoir qu'aux élections actuelles, il n'est pas redevable à un mouvement politique. Mais la démarche de la primature n'est pas encore là, d'autant plus qu'on doit identifier la majorité au sein. Nous sommes dans la politique, on est en train d'anticiper. Regardez, pourquoi ils doivent créer cette coalition après les élections? Parce que pour la population, c'était une sanction contre l'opposition. C'est-à-dire on a voté pour l'union sacrée. La population vous donne encore la chance de gérer le pays pour les 5 prochaines années. Donc c'est l'union sacrée que le peuple a voté. On veut qu'elle continue à diriger. Maintenant, au sein de l'union sacrée, on crée encore une plateforme avec... Une plateforme de trop. C'est trop, où ça présage une scission dans l'union sacrée. Donc faudra-t-il admettre que l'union sacrée c'est fissure? Non, c'est le départ déjà d'une fissure, d'une scission. Parce que dites-moi... Mais il faut comprendre aussi que... Regardez, il faut comprendre aussi que l'union sacrée a été créée pour un but. Et le but était électoraliste. Mais maintenant, c'était pour les élections. Non. C'est une plateforme électorale. Non, tu es journaliste, c'est pas ça, il dit. Quand tu sais qu'il a appelé les populations à se retrouver autour de l'union sacrée, ça n'avait pas... Non, à l'époque, non. Tu sais qu'il disait, pour tout le monde qui a le Congo comme intérêt, nous pouvons nous mettre ensemble. Tout le monde qui prend le peuple d'abord. Oui. Ôtez autour de l'union sacrée. Voilà, ôtez vos intérêts personnels. Et c'était pour quelle finalité, non, tu sais? La finalité, c'était pour pouvoir bien gérer. Parce qu'ils ont estimé... Attendez, pardon. Oui. Il a estimé qu'avec le FCC, il ne veut pas prendre certaines décisions. Donc, il fallait des gens qui pouvaient voir le problème, la chose de la même manière. Mais tout ce que nous voyons aujourd'hui, et dit, je vous dis la vérité, moi, je pense, c'est maintenant que je dois lancer ce débat. Tous les problèmes que nous avons dans notre pays aujourd'hui, ça part d'une mauvaise constitution que nous avons. C'est la pire des constitutions que nous avons. Il faut changer. Bon, c'est vraiment le terme. Il faut changer la constitution. Pas modifier, pas réviser.
Changer, c'est-à-dire jeter tout, du premier article jusqu'à 229, je crois. Il faut tout changer. Parce que cette constitution a été élaborée par l'impulsion des Kagame. En droit, une loi doit obéir à un certain nombre de principes, de règles de droit. Par exemple, la règle de droit estime qu'une loi soit impersonnelle, abstraite, générale et obligatoire, c'est-à-dire imposable à tous. Lorsqu'une loi ne répond pas à ces principes personnels, abstraits, générales et obligatoires, ce n'est pas une loi du tout. On ne peut pas élaborer une loi pour répondre ou rendre compte aux opposants. Mais pourquoi ne pas dans ce sens-là, ne serait-ce que revisiter un certain nombre, s'il vous plaît, des articles, en vue d'assurer une meilleure adéquation de certaines vertus constitutionnelles, au lieu de changer, parce que il y a des articles qu'on ne peut pas toucher. Attends, ça c'est intéressant. Oui. Regarde, quand on parle de la révision constitutionnelle, oui, on ne peut pas toucher certains articles. Oui. Ça c'est la révision ou modification. D'accord? Mais quand on parle du changement... On rejeté tout en bas. Exactement. Mais pourquoi? Changer. Pourquoi? Parce que cette constitution a été taillée sur mesure. Je vais vous dire un exemple très simple. C'est ce qui a fait que... Attendez, j'arrive. Oui. La constitution que les kabylistes ont trouvée, c'était la constitution de 67, élaborée par Tshisekedi Eliaou. Cette constitution a estimé que ce pays, avec sa grandeur et tout là, pour être président, pour un mandat présidentiel, il faut que ça soit au moins 7 ans. 5 ans, ça ne serait pas suffisant pour un président. Et puis, ils estiment aussi, le poste du président de la République, c'est quand même, vous devez avoir un président, un homme mûr. On estime l'âge minimal 40 ans. Kabila arrive au pouvoir 35 ans, quand on élabore la Constitution. Au lieu qu'il ne soit pas candidat parce que la loi le frappe de l'incapacité, on baisse l'âge à 30 ans. C'est-à-dire tailler sur sa mesure, donc 30 ans. Est-ce que ça c'est une constitution? Des deux. Quel est le pouvoir qu'ils avaient? Vous avez trouvé le pays avec 11 provinces, ils ont créé 26 provinces. Il a utilisé l'impérium. C'est ce que Tshisekedi a aujourd'hui. En 2011, souviens-toi, quand on est allé aux élections, la CENI déclare Kabila vainqueur. Tshisekedi, le père personnel, il dit « J'ai gagné les élections, mais Kabila m'a retenu l'impérium. » Répondez maintenant à la question. Je suis en train d'évoluer. Oui. L'impérium, c'est ce qui peut changer la Constitution aujourd'hui. L'impérium peut nous introduire dans une nouvelle république. Malheureusement, si on change la Constitution maintenant, ça sera en faveur du président Tshisekedi, parce que ça pourra lui permettre encore de briguer un nouveau mandat ou encore 2 mandats. Parce qu'on sera dans une nouvelle république avec un nouveau régime. Mais de manière générale, oui, cette constitution est mauvaise. Je vais vous donner un autre exemple pour chuter avec ce chapitre de constitution. Comment une constitution peut permettre, pendant les élections, que quelqu'un puisse poser sa candidature à 2 ou 3 endroits différents? Provincial, députation nationale, tout est fait par calcul. Comment une constitution peut permettre à ce que quelqu'un qui est passé aujourd'hui député, ils sont là, mais ils veulent être ministres, les députés. Bon, que la constitution permet. Donc on peut prendre un député, on le place ministre, mais la constitution de kabiliste prévoit que s'il va là-bas, il vole, ou bien il est incompétent. Là, c'est pas la loi électorale? Non, c'est la constitution. Oui. Et s'il part là-bas, il est incompétent, il ne sait pas gérer ou bien voleur. Il est démis de ses fonctions, il revient au Parlement. Il y a un problème. C'est pour ça que j'ai toujours dit, oui, cette coalition, pour moi, si c'est dans le but de conquérir la primature, ça nous importe peu, parce que ce n'est pas notre avantage. Nous, les peuples, ce que nous attendons des autorités, c'est répondre aux besoins élémentaires de la population. Ce qu'on attend d'eux, donnez-nous l'électricité comme le frère a développé, donnez-nous l'eau, gratuité de l'enseignement, gratuité de soins médicaux, donner des emplois aux jeunes. Le tout est assigné dans les 6 objectifs du programme. Exactement. Annoncé dans l'investissement. Exactement. Mais les vrais problèmes actuellement, nous savons
il y a une lutte acharnée pour la primature. Tout le monde veut être Premier ministre. C'est pourquoi c'est ici que je peux emboîter le pas joli quand il dit que dans la politique, c'est un problème d'intérêt. Mais quand on fait la politique pour ses intérêts personnels, parce qu'on voit les salaires des premiers ministres, Les avantages. et les avantages et tout là, Oui. et si c'est ce qu'il cherche, et puis le chef de l'État pouvait nommer un Premier ministre qui pourra l'aider à matérialiser sa vision. Regardez par exemple en France, Premier ministre 34 ans, c'est un jeune. Bon, mais si la population trouve que ce sont les mêmes, que on l'a appelé les voleurs, les mêmes voleurs revenir, vous attendez à quoi? Ça sera un signal d'échec. Poponjoli, même si Augustin Kabouya, pour une fois, très avare des déclarations, mais au sorti du conciliambule plutôt entre Bemba, Bahati, Mbosso, il a semblé un peu banaliser l'émergence d'une nouvelle force politique au sein de l'Union sacrée pour la nation. Faudra-t-il admettre aujourd'hui que le malaise est perceptible dans plus un état-major, surtout certains partis politiques au sein de l'Union sacrée, mais également un autre problème qu'il vient d'évoquer, Isaac, c'est par rapport également au changement des régions en bloc de la Constitution. Votre analyse. Merci pour la question. Monsieur Isaac, vous savez, en droit, j'ai senti que vous avez fait les droits. Il y a les textes et son esprit, et l'esprit du texte. Et surtout que souvent les tests juridiques ça ne produit pas un résultat littéraire. Donc c'est ce qu'on appelle aussi une fiction juridique. Fathi, en étant président, connaissant la sociologie congolaise et l'anthropologie, et ce n'est pas lui d'ailleurs le premier à le faire, Kabila l'a fait. Kabila s'est présenté comme un candidat indépendant. Et pourquoi? Pour contourner à tous ces méandres-là. Non, lui il est du PPRD, nous on est des AAB, par exemple, on ne votera pas pour une personne du PPRD. Mais en réalité, les partis qui portent le président, voire même sa campagne, ça vient, le directeur souvent de campagne ou l'équipe vient de son parti politique. C'est juste pour extirper un peu les malentendus, et le président vient avec une casquette indépendante. Mais en réalité, il n'est pas indépendant. Il a son parti politique. En 2018, on a élu un président de l'IDPS. Moi, j'étais derrière ça, une masse. J'ai parti au boulot, je le vis habillé en blanc pour aller déposer sa candidature. Il a fait les pieds de chez lui à la 10e, je l'ai rencontré à la première. Maintenant, par rapport à la Constitution, oui, je serais un peu d'accord, mais pas un changement, une révision. Si vous voulez changer, est-ce que toutes les dispositions compliquent la marche de notre nation? Je dirais non. L'article 5, c'est aussi un faux article. Lorsqu'on dit tout pouvoir émane du peuple, il y a d'autres articles qui définissent nos institutions. L'institution, c'est aussi un péché. Mais je crois qu'il y a certaines dispositions qu'on doit élaguer. Parce que, vous savez, lorsqu'on crée une constitution, on vient vers le peuple et les débats se passent en public. Notre constitution de 2006, il y a eu un débat avec les députés non élus. C'était des députés nommés, avec des belligérants. Avant 2006 plutôt. Il y a eu, chaque belligérant a donné à l'Assemblée nationale ses députés. Oui. C'est après 2006 que nous, on a organisé une élection démocratique, entre guillemets, qu'on a élu les députés. C'est-à-dire que là, on a intéressé la population à donner à cette institution leurs représentants. Parce que le député a plusieurs rôles. Le député, il représente la population. Les députés, ils votent des lois pour la population. Les députés contrôlent ces lois-là. Dites-moi maintenant, les députés qui ont rédigé cette pacte républicain ont été mandatés par qui? Par les belligérants. Est-ce que ça rime avec nos réalités? Je dirais non. Parce que la loi, c'est quoi? La loi, c'est une expression populaire. C'est un esprit
la réclamation d'un peuple et le dirigeant ou le député prennent ça pour aller transformer ça à une loi, sous forme d'abord d'une proposition, et puis lorsque la plénière accepte, ça devient une loi. Est-ce que nos députés, là, avant 2006, c'était nos députés envoyés à cet hémicycle-là, pardon, pour nous représenter? Non. Parce qu'après le vote, parce que d'abord, la plénière a des phases. La première phase, c'est les débats. Comme on dit, choc d'idées, jaillit la lumière. Est-ce qu'il y a eu un choc d'idées? Et la deuxième phase, c'est l'arbitrage. Le président prend son micro, et vous avez vu vous-même comment Mbosso utilisait sa pédagogie pour faire passer les lois. Qui sont pour, qui sont contre? Les pouces étaient nombreux, mais il prend son marteau, il tape et la loi passe. Il faut réviser cette constitution, oui. D'abord, le nombre des mandats du président, pas le nombre bon, c'est quinquennat et puis on doit revoir ça parce qu'il ne faut pas qu'on s'embrouille. Mais vous dans parlez, la pensée philosophique. S'il vous plaît, vous parlez de la révision de la Constitution, alors que l'autre parle du rejet pur et simple. Mais maintenant, quand vous dites ça, vous ne voyez pas que c'est dire une chose et son contraire à la fois, d'autant plus que dans les mandats ou les délais du chef de l'État, c'est constitutionnellement parlant un article verrouillé qu'on ne peut même pas toucher. Mais vous parlez de la révision. Pourquoi ne pas parler du rejet ou emboîter les pas à Isaac? Il faut bien lire cette constitution. Ce n'est pas une disposition à toucher. C'est article 70, combien? C'est 100 combien? 220. 220. En fait, dans la disposition d'un texte, il ne faut pas toujours voir un seul article. Il faut lire des préambules à la conclusion. Ici, dans notre pays, en commençant de 1960 jusqu'à nos jours, on n'a qu'une seule crise. Et une crise, la crise de légitimité. Si vous lisiez le préambule de la Constitution, comment résorber cette crise-là? Via les élections. La population doit sentir que non, nous on donne aux institutions nos représentants. Quant à ces, est-ce que ces dispositions, on doit tous élaguer? Non. On doit chercher, et puis au-delà des nombres des mandats. Vous savez, dans cette Constitution, la Constitution a dit que s'il y a des crises internes, ou peut-être des manques de respect d'une minorité, on doit protéger une minorité en leur laissant, je pense qu'une partie de ça, quelque chose comme ça, je ne sais pas si je me trompe. Oui. Est-ce qu'il y en a un de ces? Vous savez, pour comprendre votre nation, la nature de votre nation, vous devrez interroger l'histoire. L'histoire nous colle. Parce qu'un peuple sans l'histoire, c'est comme si vous parlez d'une forêt sans arbres. Est-ce que l'histoire de l'RDC nous enseigne qu'on a une minorité? La seule minorité, c'est les Pygmées. Mais on n'a jamais vu un Pygmée ou des Pygmées réclamer l'intégrité, oh nous sommes marginalisés, patati patata. Non. Donc cette notion, c'était juste avec des visées vraiment expansionnistes de nos voisins du Rwanda, parce qu'ils veulent occuper nos sols. Alors on doit laisser ça comme ça. C'est ce que le président a trouvé sur la table. Parce que personne ne vous ment, tout pouvoir vient des accords. Et le président trouvait des accords. Oui. Il a dit, ces genres d'accords luent notre pays. C'est comme un talon d'Achille. Je ne peux jamais accepter à appliquer tous ces accords. C'est pour cela qu'il a joué avec le 1-23. Aujourd'hui, le 1-23 dit, président, vous devriez respecter les accords. Mais il ne peut pas, parce qu'il y a une jurisprudence. Mao a trouvé la Chine avec des accords. Il a dit, moi, j'étais absent. Moi, je ne peux pas accepter ces accords, lient mon peuple. Et il a tout balayé. Aujourd'hui, la Chine est devenue parmi les meilleures puissances du monde. Parce qu'il y a eu un visionnaire. Vous savez, un président a toujours, si un président applaudit à tout moment, il ne fera rien. C'est le moment d'avoir des décisions impopulaires. En révisant la Constitution, non en changeant. Roger Bonengele, on doit clôturer ces tours de table, ces chapitres, et entrer à la création du méga plateforme au sein de l'Union sacrée avec vous. Faudra-t-il admettre qu'aujourd'hui, on assiste à une floraison, j'ai dit beaucoup, de plateformes au sein de l'Union sacrée, parce que déjà,
avec la création de Vital Kamere, et il y a également Samalou Kondé qui a également annoncé. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'union sacrée ou l'unité au sein de l'union sacrée est-elle menacée? Oui, il dit par rapport à cette question, je ne sais pas, l'union sacrée d'abord c'est un fait privé. C'est une plateforme, ce n'est pas une institution de la République. Et quand nous venons dans de tels espaces publics, on ne peut pas s'attarder beaucoup plus sur des privés. Bon, par rapport à la proposition faite par notre confrère Isaac sur les régés purs et simples de la Constitution, moi je dirais plutôt que ce que Njoli a proposé, c'était la meilleure voie, puisque malgré les imperfections que contient cette Constitution, la Constitution là, c'est la meilleure chose que la République peut avoir. Mais il y a des histoires telles que l'autre fois, je suivais une émission que le professeur Bouchab était invité, une émission à laquelle il était invité. Le professeur Bouchab a relevé ceci. Il y a des écueils inutiles dans cette constitution-là. Par exemple, on a dit qu'il faut mettre en place, dans la constitution, il est prévu qu'il faut mettre en place le cours des tribunaux qui n'existaient pas auparavant, comme les conseils d'État, cassation, etc., etc. Mais dès lors que ces cours ont été mis en place, on devait élaguer ces dispositions-là, puisque les cours sont déjà en place. On dit qu'il faut passer de 11 provinces à 26. Donc, c'est une projection, d'ici 3 ans. C'est prévu dans la Constitution et ça se figure au sein dans la Constitution. On dit non, dans 3 ans, il faut mettre en place 26 provinces. Il faut découper les provinces. Et ça a été fait, mais les dispositions restent comme telles dans la Constitution. Donc il faut élaguer les histoires. Le problème aussi, c'est quoi dans notre Constitution? Moi, j'ai remarqué, ce n'est pas la Constitution qui pose problème, mais c'est plutôt l'homme qui pose problème. L'homme congolais, c'est un véritable problème. Même la Constitution que nous avons là, personne ne l'applique comme il faut. Il y a toujours des interprétations. Oh, voyons ceci, voyons cela, il faut faire ceci. Même si le texte est clair. Mais on cherche toujours. Comme par exemple la disposition qui a posé problème quand on n'avait pas organisé les élections en 2016, on a le président de la République qui reste en place jour à l'installation de l'autre. Et il est resté là pendant 2 ans. Ça, c'est de la mauvaise foi. La Constitution ne dit pas ça. On dit on reste à place en attendant par exemple les élections, comme nous sommes allés en campagne ici, les présidents restent là en attendant le 20 janvier. Mais il faut une remise et reprise. Et pour faire la remise il faut installer et non, le président de la République en place, Kabila pouvait rester là pendant 5 ans. Mais lorsqu'on il faut attendre. Non, les textes ne disent pas ça. Les textes ne disent pas ça. Les textes disent quoi alors? Non, dit comme je viens de le dire tout à l'heure, ça dit il reste là, il faut organiser les élections, puisque la Constitution elle-même dit on organise les élections chaque 5 ans, après 5 ans. Mais pourquoi vous bypassez cette disposition? Par exemple, non, le problème ne peut pas se poser, puisque l'État ne manque jamais de moyens. L'État ne manque jamais des moyens à Dikengo. Et ça, c'est sûr. L'État a tout. Et il peut même s'endetter. Non, je disais, je continue à dire, par rapport à ça, il y a beaucoup de dispositions qui ne sont même pas respectées. On avait 2 tours des élections présidentielles ici dans ces pays. On a venu vite à une année électorale en 2011, craignant les vieux Tshisekedi, les gens du PPRD et autres, ont changé la constitution. Nous sommes passés de 2 à un seul tour. Et pendant ces 5 ans du régime Félix Tshisekedi, la même chose est restée comme ça, jusqu'à ce qu'on a pu interpréter, on a pu voter jusqu'à un seul tour. Voilà ce qui a un peu provoqué, voilà ce qui a causé un peu, ce que moi j'ai regretté au cours de cette législature. On n'a pas pu remettre les choses pour
que les élections présidentielles aient 2 tours. Donc un président de la République peut se retrouver avec 13% ou 15%, il est élu président et il n'a même pas une majorité. Tout ça, le problème pour lui, c'est d'être seulement d'être classé premier. Un autre sujet d'actualité, c'est aussi cette déclaration de Crispin Bindoulé, PCA du cadastre minier, qui a dit clairement que les M23 sont financés par certaines entreprises minières, surtout à l'est de la République démocratique du Congo. Je vous accorde à chacun 2 minutes. Je commence d'abord par Joly. Faudra-t-il admettre que s'il y a persistance de l'insécurité, c'est à cause de ce genre de comportement où les entreprises minières subventionnent la rébellion? Merci pour la question. Vous savez, en relation internationale, c'est une question d'intérêt. Oui. Il n'y a pas, c'est pas une question de bisous, les RDC, moi je suis la France, ainsi de suite. Après le changement des paradigmes, où hier c'était les subsahariens contrôlés par les Zaïre, aujourd'hui on a éclaté l'Afrique avec des sous-régions. Et la partie Grand Lac est gérée par Kagame. Maintenant, comment on les appelle? Le métro, les retraits métropolitains, c'est-à-dire les sous-traitants. On veut exploiter et on utilise parce que la guerre, elle est aussi économique. Elle est aussi économique. Quand le PCA, qui est dans le domaine X, qui vous fait des révélations, je pense que le service doit faire une bonne étude. C'est que ça. Et surtout que Bindoulé, il est aussi député. Il a des informations, vous voyez. Il a des informations. On doit regarder ça et faire appel à toutes ces entreprises-là pour leur demander de cesser de financer les agresseurs. Voilà. Isaac, vous ne voyez pas qu'il est vraiment inadmissible de voir que les richesses de la République démocratique du Congo sont utilisées contre son peuple, son propre peuple? Votre analyse. Comment? Par rapport également à ces subventions de la rébellion, où on tue, on massacre la population. Bon, en tout cas, ce sujet, je suis vraiment désolé, je ne pourrais pas parler de ça en 1 minute ou 2 minutes. C'est un problème sérieux qui équipe le pays, le problème de l'Est là-bas. J'ai fait plus de 14 ans d'enquête là-bas pour comprendre certaines choses là-bas. Donc déjà, quand vous parlez de nous sommes butés par le temps. Hein, oui, je sais, c'est pour ça que je dis. Donc on pourrait peut-être en parler une autre fois, mais ce qui est important, je vais prendre 1 minute seulement pour rectifier quelque chose que j'ai trouvé que les gens doivent comprendre sur la révision ou changement de la Constitution. Non, attendez, on est buté par le temps. Chronométrie, mais laissez-moi terminer ma minute. Vous avez 1 minute. Voilà, 1 minute. Je veux dire ceci. Comme ça, je vais lorsqu'on soutient la révision constitutionnelle et non le changement, on doit donner les raisons. Lorsqu'on soutient le changement, on doit donner les raisons. C'est au peuple de voir, c'est celui-ci qui a raison, c'est lui qui a raison. Répondez maintenant à la question. Oui, parce que si déjà, au niveau de mode de désignation des chefs de l'État, c'est mauvais. Au niveau de découpage territorial, c'est mauvais. On doit tout changer. On modifie quand c'est 3 ou 4 dispositions seulement. Quand la Constitution est mauvaise, elle est mauvaise, on doit changer ça. Maintenant, je dois chuter pour dire ceci. Je dois chuter pour dire ceci. Moi, déjà, j'ai posé cette problématique dans mon livre que je publie sur la guerre de l'Est, la résurrection du plan des 30 ans. Il y a tout un chapitre sur ça. On doit changer cette constitution. D'abord, je l'ai bien dit ici, les personnes qui avaient élaboré ça, ces députés n'étaient pas mandatés par le peuple. Ils ont taillé, il y a eu pression des Kagame. Ça, ce n'est pas une constitution. Les chefs de l'État soutiennent aujourd'hui que les Congolais de l'étranger puissent participer au vote. Les chefs de l'État soutiennent que les gouverneurs soient nommés par les chefs de l'État. Pourquoi ça ne s'est pas passé cette constitution? Aujourd'hui, il détient l'impérium. On doit changer cette constitution pour nous introduire dans une nouvelle république. La constitution que nous avons ici, c'est la pire des constitutions qui puissent exister. Je vais donner les écrits en la levée des boucliers. Hein. C'est ce que je dis. Parce que, regardez, la Constitution, tout parle de ça. C'est la pire des constitutions. C'est fait à dessein. Vous voyez? Parce que comme la Constitution n'est pas bonne, le pays ne peut pas marcher. C'est pour cette raison que nous avons des problèmes aujourd'hui. Si on change la Constitution, vous verrez que tout va changer. Très bien. Roger Vonengele, mais nous avons... financée par... oui, mais cette histoire... Tu n'es pas le seul. Oui, cette histoire mais dépasse un peu mon entendement, d'autant plus qu'on vient faire des révélations tardivement. Mais
qu'est-ce que nos services de renseignement font comme travail? Qu'est-ce qu'ils produisent comme travail, l'ANER? Comment l'ANER n'est pas informé que les entreprises minières financent les rébellions? Il fallait que Mbindou les 20 pour que l'on puisse avoir cette information. Depuis longtemps, ils étaient où? Où étaient les services de renseignement? Donc, on a tout est politisé. Tout est politisé et je suis obligé de m'arrêter. Le temps me presse. Merci, Eddy. Très bien. C'est la fin. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission kiosque de ce jour réalisé par Doudou Montiri est arrivé à sa fin. On se retrouve la semaine prochaine avec les autres invités, mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision.